Bonjour, aujourd'hui, moi, Nicolas Bastien et Thierry Champagne, on va vous parler de la guerre de Corée. Premièrement, on va vous faire un petit résumé de la guerre de Corée. En gros, la guerre de Corée, c'est un des premiers conflits de niveau international qui se déroule après la Deuxième Guerre mondiale. Ça va durer du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953. Fait qu'à peu près 3 ans. Puis cette guerre oppose vraiment la République de la Corée, qui est en ce moment la Corée du Sud, et la République populaire démocratique de Corée, qui est aujourd'hui la Corée du Nord. La Corée du Sud va être tenue par l'ONU et la Corée du Nord par l'URSS et la Chine. Maintenant, parlons des causes des tensions et des conflits de la guerre de Corée. Premièrement, la Corée du Sud souhaite reprendre l'intégralité du pays et du territoire, mais la Corée du Nord pense de même. Donc c'est vraiment un conflit qui est basé sur la possession d'un territoire, qui est le territoire de la Corée. Une autre raison, c'est la guerre froide, parce qu'en effet, la Corée du Nord est appuyée par l'URSS et la Corée du Sud par les États-Unis. Ce conflit est un des premiers de la guerre froide. On peut donc comprendre que la guerre froide est une cause de son conflit. Les deux grandes nations vont s'implanter de chacun de leur bord. Les Soviétiques vont instaurer un système communiste et les États-Unis un système démocratique pour vraiment répandre leur idéologie. Ils vont ensuite quitter leur territoire et à cause du début du conflit, ils vont revenir les aider. Maintenant, pour le deuxième point, on va parler des acteurs. Durant ce conflit, il y a deux côtés. Premier côté, il y a la Corée du Sud et l'ONU. Deuxième côté, il y a la Corée du Nord et ses alliés. La Corée du Sud va être dirigée par Syngman Rhee durant ce conflit. L'ONU, ou plutôt les forces de l'armée de l'ONU, vont être dirigées par le général MacArthur. Parmi les pays qui vont envoyer de l'aide, ou plutôt leur armée, dans les forces de l'armée de l'ONU, on a les États-Unis qui vont être dirigés par Harry Truman et Dwight D. Eisenhower durant le conflit. On compte aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, la Belgique, le Canada et beaucoup plus. Ce côté-là va aussi avoir le soutien de l'Allemagne de l'Ouest, le Danemark, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Suède et le Taïwan. Maintenant, pour l'autre côté du conflit, on a la Corée du Nord qui va être dirigée par Kim Il-sung. On a aussi la République populaire de Chine, ou plutôt la Chine, qui va être dirigée par Mao Zedong durant un moment. Pour l'Union soviétique, ou l'URSS, il va être dirigé par Joseph Staline. Ce parti a principalement le soutien de l'Allemagne de l'Est, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Hongrie, et j'en passe d'autres. On peut donc comprendre que le côté de la Corée du Sud, grâce à leur soutien de l'ONU, ont un avantage à cause de la puissance des États-Unis, qui vont bien sûr se battre pour protéger leur idéologie de démocratie et de capitalisme. Maintenant, passons au troisième point qui est le déroulement du conflit. On retrouve plusieurs dates durant ce conflit, bien sûr, vu qu'il dure quand même 3 ans, mais j'ai pris les plus importantes et j'ai aussi mis une carte pour vous aider un peu à reconnaître qu'est-ce qui se passe et ça se passe où. En premier, le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes vont franchir la 38e parallèle pour envahir la Corée du Sud. Et c'est le lendemain que la Corée du Nord va rejeter le cessez-le-feu exigé par l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, le 30 juin, l'envoi des troupes américaines en Corée du Sud par le président Harry Truman va être fait. Par la suite, le 7 juillet, le général MacArthur est nommé commandant suprême des forces des Nations Unies en Corée. Par la suite, du 15 septembre au 26 novembre, on retrouve le débarquement des troupes des Nations Unies en Corée du Sud, les troupes de l'ONU qui franchissent la 38e parallèle. On retrouve aussi des troupes américaines qui franchissent la 38e parallèle. On retrouve aussi la Chine qui va envoyer les premiers contingents en Corée, c'est leur premier volontaire en Corée pour s'affronter et pour protéger la Corée du Nord. On va aussi retrouver l'affrontement entre les forces armées de l'ONU et des troupes chinoises. Et le 26 novembre, on retrouve l'offensive générale lancée par les forces communistes.
Maintenant, pour l'année 1951, on a le 15 janvier, les forces de l'ONU vont arrêter l'offensive communiste. Par la suite, le général Ridgway succède au général MacArthur comme commandant suprême des forces de l'ONU en Corée. Par la suite, le 10 juin 1951, il y aura les débuts des premiers pourparlers à Kaesong. Par la suite, le 12 novembre, les forces de l'ONU cessent toute opération offensive. Maintenant, on peut voir que sur la carte, on peut vraiment voir que l'offensive des Nations Unies avant leur cessez était vraiment très intense. Comme on voit dans la partie en haut à droite, on peut voir qu'ils ont repoussé la Corée du Nord jusqu'au bout presque. Maintenant, en 1952, on a pour commencer le 7 mai, le général Clark succède au général Ridgway comme commandant suprême des forces de l'ONU. Par la suite, on a l'ajournement des pourparlers d'armistice et Dwight D. Eisenhower est élu président des États-Unis. Par la suite, en 1953, on a le début des échanges de prisonniers, les reprises des pourparlers d'armistice et finalement, le 27 juillet 1953, la signature du cessez-le-feu à Panmunjom. Maintenant, on a parlé vraiment du contexte général du conflit. Maintenant, si on parle plus au précis des combats, on a, comme indiqué sur la carte, que le 28 juin 1950, il y a eu le premier combat à Séoul. Par la suite, le 18 juillet, il y a un deuxième combat à Taejon qui a encore repoussé encore plus le territoire de la Corée du Sud vers le Pusan, en fait, le territoire de Pusan. Après, c'est là que l'offensive ONU arrive. Il y aura un premier combat à Séoul le 28 septembre 1950 qui va faire qu'ils vont reprendre leur territoire. Après ça, il y a le 20 octobre, il y aura à Pyongyang une autre bataille. Et le 26 octobre, à Chosan, une autre bataille qui vont vraiment repousser le territoire de la Corée du Nord tout au bout. Par la suite, le 1er décembre 1950, il y aura une autre bataille à Pyeongchang avec l'aide des communistes qui vont faire en sorte que la Corée du Nord va reprendre leur territoire. Par la suite, le 4 janvier 1951, il y aura une bataille à Jéoul et 6 jours plus tard, une bataille à Wonju. Vers la fin de la guerre, il y aura une bataille le 17 février 1951 à Séoul, ou proche, plus précisément à Cheonggni, pour reprendre le territoire de la capitale de la Corée du Sud. Il y aura aussi un combat le 17 juillet à Chormun, sur la frontière. Et pour finir, il y a le bombardement, qui est un peu le stéréotype des États-Unis, qui va finir la bataille, le bombardement à Pyeongchang qui va tout détruire. Maintenant, pour reprendre ce que j'ai dit tantôt, je vais vous expliquer les lieux importants durant ce conflit. En premier, on a Pusan et son territoire autour. Dans le fond, ça c'est la seule zone qui n'a pas été prise par la Corée du Sud et qui est restée sous la tutelle et la propriété de la Corée du Sud et l'ONU. Ensuite, on a Incheon, près de Séoul. C'est là qu'il s'est passé le premier débarquement des forces de l'ONU, le 15 septembre. Ensuite, on a le fleuve de Yalu. C'est jusqu'à ce point que les Coréens du Nord ont été repoussés en octobre par les forces de l'ONU et la Corée du Sud. Ce fleuve est tout en haut de la Corée du Nord et c'est un peu la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Et par la suite, on a la parallèle la plus importante du conflit, qui est la 38e, parce que c'est vraiment ça qui indiquait la frontière avant, et lorsque la Corée du Nord a traversé, c'est à cause de ça que le conflit a commencé. Et pour finir, on a les deux capitales, Pyeongchang et Séoul. C'est vraiment ces deux villes qui vont être visées par les armées adverses, parce que c'est les capitales, et c'est donc les zones qu'il faut attaquer pour détruire l'autre bord, ou détruire plutôt la structure du territoire adverse. Durant le conflit, la Corée du Nord va souvent attaquer Séoul, mais pas autant que la Corée du Nord et l'ONU, dont les États-Unis, ont fait à Pyeongchang. En effet, Pyeongchang a été bombardé et complètement détruit.
vraiment détruit. Les intérêts des interventions. On a en gros 3 types d'acteurs dans ce conflit. En premier, on a l'ONU. L'ONU sont venus pour respecter un peu qu'est-ce qu'ils ont promis après la Deuxième Guerre mondiale, donc d'instaurer un peu la paix. Ils sont intervenus pour régler le conflit et apporter une aide militaire à la Corée du Sud pour affronter leur ennemi qui est la Corée du Nord durant ce conflit. Et en plus, l'utilisation de militaires durant ce conflit a été grâce un peu à l'URSS, qui en 1950 est en train de boycotter le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en raison de ce boycottage qui est dû à la non-reconnaissance de la République populaire de Chine, avec l'absence du veto de l'Union soviétique, les États-Unis et d'autres pays ont voté pour utiliser les forces militaires durant ce conflit. Et à cause de ça, les États-Unis ont fourni 88% des 341 000 soldats internationaux qui sont allés aider là-bas. Maintenant, pour les deuxièmes groupes d'acteurs, on a la Chine et l'URSS, l'Union soviétique. Les deux sont là pour supporter le régime communiste qui a été instauré en Corée du Nord. Les deux sont là pour protéger un peu leur idéologie qui est le communisme pour la rendre plus populaire dans le monde. La Chine et l'URSS, qui sont deux alliés, ont donc combattu ensemble dans le but d'aider la Corée du Nord lors du conflit. Et pour finir, on a les États-Unis, qui leur principale raison est la guerre froide des interventions. Maintenant qu'on sait que les États-Unis ont quand même donné une majorité des soldats qui sont allés là-bas, on peut comprendre que les États-Unis sont partis intervenir dans ce conflit juste pour dire qu'ils ont battu l'URSS durant une bataille. On sait que la guerre froide est majoritairement une guerre de l'ego et que les États-Unis cherchent à montrer qu'ils sont supérieurs à l'URSS et le contraire est pareil. Et on peut comprendre que les États-Unis ont vraiment insisté à participer juste pour battre l'URSS, dans le fond, pour prouver qu'ils sont meilleurs et que son régime capitalisme et démocratique est meilleur que le communisme. Maintenant pour les conséquences. Cette guerre a gravement affecté la Corée parce que selon un programme de Stanford University, cette guerre a causé la mort de près de 3 millions de Coréens. Cette perte continue d'affecter les Coréens à ce jour et continue à générer de nouveaux conflits entre les deux pays. On retrouve encore des tentatives d'espionnage, des problèmes violents frontaliers et bien plus encore dans ces deux pays. Finalement, cette guerre a ainsi causé de nombreux dommages aux infrastructures et a détruit le territoire physiquement à cause des nombreux bombardements, dont celui à Pyeongchang. Au total, entre 3 et 5 millions de morts. On peut aussi compter aux destructions vécues par le pays. En effet, le territoire de la Corée a subi les pires destructions matérielles et humaines de son histoire dans ce conflit. Ce conflit est le premier d'importance internationale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première intervention de l'ONU dans un conflit ouvert. Le coût du conflit, juste pour les États-Unis, fut d'environ 215 milliards de dollars en valeur de l'argent en 2010. Maintenant, l'Air Force américaine a déversé un total de 450 000 tonnes de bombes durant le conflit. Juste pour dire, des dégâts causés par ces bombes est juste incalculable. Maintenant, les conséquences au niveau des soldats. L'armée sud-coréenne a perdu environ 147 000 soldats. L'armée de la Corée du Nord, au moins 520 000 soldats. L'ONU a perdu 55 000 soldats, la Chine 200 000 et l'Union soviétique seulement 315. On compte entre 2 et 3 millions de civils morts sur le territoire de la Corée. On peut aussi comprendre qu'avec les 315 soldats soviétiques, on peut comprendre que l'Union soviétique ne voulait pas trop s'impliquer. Ils voulaient s'impliquer pour supporter leur cause, mais pas rentrer dans un conflit militaire contre les États-Unis. C'est comme si, avec l'insistance des États-Unis,
qui viennent aider l'ONU et la Corée du Sud, on pourrait prendre peut-être compris que n'avaient pas la chance de gagner ce combat-là. Donc, ils ont seulement envoyé plus de soldats. Et c'est d'où vient ce nombre de 315 soldats soviétiques qui sont morts au combat. Les pistes d'action. Alors, premièrement, selon des experts sur Statista.com, environ 36 000 Américains sont morts sur les 40 000 morts de soldats de l'ONU. On peut comprendre que cette perte-là était probablement pas nécessaire, étant donné que c'était même pas les États-Unis qui étaient en guerre. Par contre, en regardant le contexte de la guerre froide, on peut constater que les États-Unis ont essayé de trouver une excuse pour s'attaquer avec l'URSS, avec qui ils possèdent des conflits politiques. Donc, à la place de retrouver deux pays en guerre, on retrouvait l'URSS dans le nord du pays et l'ONU, en grande majorité les États-Unis, dans le sud du pays. Vous trouvez pas que ça c'est un problème? Par contre, ce problème en entraîne d'autres, étant donné qu'il implique deux pays membres du Conseil de sécurité. Ça veut donc dire qu'ils détiennent le pouvoir sur les décisions de l'ONU parce qu'ils peuvent utiliser le droit de veto à tout moment. C'est donc pour cette raison qu'on retrouve des failles dans le Conseil de sécurité. Alors voici des pistes de solutions qui pourraient fonctionner face à des problèmes au sein du Conseil de sécurité pour éviter des conflits compliqués comme celui-ci dans le futur. En premier lieu, selon un article de l'Express, on devrait élargir le Conseil de sécurité. En effet, il explique lui-même, le secrétaire général adjoint de l'ONU explique lui-même que la composition et le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité sont fondés sur la géopolitique de 1945, mais que cette architecture ne reflète pas la réalité des rapports de puissance actuels. Alors, on pourrait inclure, par exemple, dans le Conseil de sécurité, un représentant africain, mais aussi de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon, pour que d'autres pays aient le droit de participer aux décisions du Conseil de sécurité. Cependant, il reste toujours le problème du droit de veto. Cet agrandissement reste toujours très difficile à faire parce qu'il faudrait une majorité des 2/3 de l'Assemblée générale et l'accord du Conseil de sécurité lui-même. Alors, il faudrait donc vivre avec ce système extrêmement imparfait, explique Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, même si c'est une piste de solution, il y a toujours des choses qui vont un peu empêcher cette solution, mais je veux dire, c'est quand même une solution possible. En deuxième lieu, pour s'attaquer à la problématique du droit de veto trop souvent utilisé, il faudrait le rendre plus compliqué à utiliser. Alexandra Novoselov, chercheuse associée au centre Thucydide, exprime simplement que le supprimer serait pas la bonne solution. Parce que déjà, ça serait impossible, parce que pour pouvoir le supprimer, il faudrait que le Conseil de sécurité l'accepte. Et on s'entend que le Conseil de sécurité va pas accepter de réformer le droit de veto. Alors, c'est donc pour cette raison qu'il faudrait le rendre plus difficile à utiliser. Par exemple, chaque membre recourant au droit de veto doit désormais justifier dans les 10 jours devant l'Assemblée générale. Toutefois, c'est certain que cette solution n'est pas parfaite et qu'il restera toujours des injustices au sein du Conseil de sécurité.